Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent L'éternelle truanderie capitaliste de Jean-François Bouchard. La concentration du pouvoir et de la richesse entre les mains d'une petite classe prédatrice, les crises à répétition, l'incapacité des politiciens à influencer le cours des choses, l'aggravation des inégalités et la fin de la croissance sont les marqueurs du capitalisme d'aujourd'hui. Celui-ci n'a plus de compétiteurs depuis la chute du communisme. Peut-il à son tour mourir un jour? Pas à court terme. Le système est plus fort que les États, ces pires fripouilles bénéficient d'une large impunité, et si les économistes ne comprennent plus rien ou presque à son fonctionnement, aucune alternative claire ne se dessine. Surtout, personne ne semble envisager de s'attaquer sérieusement à une réforme de fond du capitalisme financier moderne. Il faut donc vivre avec, ou pas? Curieusement, à un siècle de distance, cette même situation avait été analysée par Nikolaï Dmitrievitch Kondrassiev, économiste célèbre et acteur engagé de la révolution russe de 1917. Kondrassiev fut exécuté par Staline en 1938 pour avoir démontré scientifiquement l'éternité du capitalisme. Aurait-il la même opinion à propos du capitalisme d'aujourd'hui? Écrivain, économiste, Jean-François Bouchard est consultant international pour des grandes institutions financières, Banque centrale, Fonds monétaire international ou Banque mondiale. Il est l'auteur chez Max Milo du Banquier du diable, biographie de Hjalmar Schacht, le maléfique et génial financier à qui Adolf Hitler devait son pouvoir, ou de Un demi-siècle au bord du gouffre atomique, récit des crises mondiales qui auraient pu finir en guerre nucléaire. Des notes sont disponibles sur les éditions e-book et brochets du livre. Une exécution capitale. Dans la file des prisonniers qui devaient mourir ce jour-là, il avançait pas à pas, la démarche mal assurée, les fers aux pieds comme ses compagnons d'infortune. Les gardes du camp d'internement de Souzdal hurlaient des ordres et des insultes. Ils bousculaient du canon ou de la crosse de leurs fusils les condamnés qui, épuisés, désespérés, brisés, réagissaient à peine et avançaient lentement, inexorablement, vers le sort qui les attendait. Pourtant, l'air était presque doux en cette fin d'été. L'automne et ses froidures n'avaient pas encore envahi l'interminable plaine russe. Et ils avançaient. Tous maladroitement, péniblement, ils avançaient, dans des bruits de fer qui s'entrechoquaient, sous les cris des gardes rouges et les aboiements des chiens policiers. Quelle pensée pouvait bien occuper l'esprit de Nikolaï Dmitrievitch Kondrassiev, à ce moment? Au milieu de tous les autres, il était seul, sans secours, sans espoir. Il allait mourir, et il le savait. Son corps serait enseveli dans une fosse commune, et personne ne le retrouverait. Ses idées, ses œuvres, ses écrits seraient oubliés pour toujours. Peut-être pensait-il à son enfance? Il paraît que l'on songe souvent à son enfance, dans ces moments-là. Il était tellement intelligent, le petit Nikolaï Dmitrievitch Kondrassiev. Au fin fond de la campagne russe, les instituteurs, pourtant presque aussi incultes que leurs élèves, s'en étaient quand même aperçus et avaient fait en sorte qu'il étudiât à la ville. Saint-Pétersbourg, la ville lumière, la Venise de la Sainte Russie. Là, le jeune homme avait développé sa capacité à comprendre les choses, les phénomènes, les cycles, les chiffres, les statistiques, les systèmes, les abstractions. Il était devenu économiste. Cette vocation avait structuré son existence. Ce beau jour de septembre 1938, elle allait lui coûter la vie. Nikolaï Dmitrievitch Kondrassiev avait établi que le capitalisme était un système éternel, animé de cycles d'une durée d'une 60aine d'années pendant lesquels se succèdent des crises et des phases de croissance. La démonstration mathématique en avait été apportée par lui-même, au cours d'une séance célèbre de l'Institut de la conjoncture de Moscou, à la tête duquel Lénine l'avait nommé avant sa propre mort. Mais certaines vérités ne sont pas toujours bonnes à dire. Il est difficile d'être un visionnaire quand vient le temps des dictateurs. Souvent, dans ce genre de circonstances, l'histoire se termine mal. Après avoir pris le pouvoir,
Staline fit arrêter Kondrassiev pour avoir osé penser que le capitalisme n'était pas une impasse, que l'histoire allait rapidement condamner. Il l'envoya au goulag, puis le condamna à mort pour déviationnisme bourgeois. Pourtant, on le sait aujourd'hui, Kondrassiev avait raison. Le capitalisme a survécu à tout, tandis que le communisme n'a pas résisté à l'épreuve du temps. Pauvre Kondrassiev. Lui, Nikolaï Dmitrievitch, le fils de paysan devenu ministre, le révolutionnaire emprisonné au goulag par ses anciens compagnons de lutte, le grand économiste condamné à mort par Staline, faisait ce jour-là bravement face au peloton d'exécution. Il avait perdu le compte du nombre de jours écoulés depuis son arrestation, ces jours qu'il avait passés dans l'infâme prison moscovite de Boutirka, puis dans ce lointain camp du goulag de Souzdal, entre Moscou et Nijni Novgorod. 9 ans. 9 étés infestés de myriades de moustiques, 9 hivers glacés à grelotter par un froid de moins 40 degrés, 9 années à travailler tous les jours dans les cachots puants et surpeuplés de la forteresse de Boutirka, puis reclus dans l'isolateur politique de Souzdal, surveillé par les gardes rouges de Staline. Les conditions de vie avaient tellement dégradé sa santé que depuis plusieurs années, il n'était plus capable de travailler, ni de réfléchir. Certains jours, il ne parvenait même plus à écrire. À 46 ans. Un âge si jeune, pour n'être plus qu'un légume ayant perdu l'esprit. À ce moment, un ordre fusa. Les soldats épaulèrent leurs fusils. Les compagnons de Kondrassiev se raidirent à ses côtés. Lui-même se rendit compte que son corps se crispait instinctivement. Puis il perçut la formidable explosion des détonations et un terrible choc à la tête. Ses jambes se dérobèrent sous lui. Kondrassiev sentit à peine la terre humide, sur laquelle son visage s'affala. Son cerveau dévasté par la balle d'acier, cessa de fonctionner presque instantanément. Mais en génie des chiffres qu'il était, il avait probablement su calculer la durée de sa vie. Nikolaï Dmitrievitch Kondrassiev, mort le 17 septembre 1938, était né 46 ans, 6 mois et 13 jours plus tôt. Ainsi disparut l'une des plus brillantes intelligences de son époque. Kondrassiev fut abattu d'une balle dans la tête après un jugement sommaire, et sa dépouille disparut, ensevelie dans une fosse commune. Et que d'épreuves avant cette fin absurde. À lire les lettres que le misérable prisonnier envoyait à l'épouse qu'il aimait tant, ou à sa fille qu'il adorait, on réalise que cet homme était épuisé par les années de captivité dans les conditions si dures des camps de réclusion du goulag. Les temps étaient sauvages pour les hommes de bonne volonté. L'histoire de Kondrassiev est celle d'un héros de roman. Cet homme-là avait participé au soulèvement de février 1917 qui scella le sort du vieux régime féodal tsariste. Faire la révolution en février, au plus fort de l'hiver russe, lorsque la température tombe à moins 30 degrés centigrades et que Pétrograd, l'ancienne Saint-Pétersbourg, est balayée par les vents qui soufflent de l'Arctique, est un exercice de style assez singulier. Comment le peuple a-t-il eu l'énergie de se révolter à ce moment de l'année où mettre le nez dehors relève de l'exploit? Il trouva cette force dans son exaspération, alors que l'hiver 1917 était le plus froid enregistré depuis plusieurs décennies. On mesure ainsi l'irrésistible force née de la frustration populaire, une force qui allait faire tomber l'empire multiséculaire des tsars de Russie en 2 semaines seulement, et avec des violences finalement très limitées. Quelques années après cet exploit, après de longues analyses, Kondrassiev avait compris pourquoi et comment le capitalisme l'emporterait sur le communisme pour devenir le système mondial, globalisé et dominateur qu'il est aujourd'hui. Kondrassiev avait vu juste, quant à la capacité du capitalisme à remporter la formidable bataille des systèmes de civilisation. Mais avait-il identifié tous les facteurs qui expliquent son incroyable succès et la puissance incontestée qu'il a acquise en ce début de XXIe siècle? Ce n'est pas certain. Pour Kondrassiev, la capacité du capitalisme à se renouveler était l'élément essentiel de sa pérennité. Certes, dans une large mesure, c'est vrai. Mais d'autres facteurs apparaissent au moins aussi déterminants dans la victoire finale du capitalisme financier moderne. La libre spéculation,
la capacité à s'endetter presque sans fin, les marchés ultra-dominateurs, l'insensibilité aux bêtises à répétition des économistes, la justice très accommodante, les élites autoreproductibles, le mépris des frontières, le tout assaisonné d'une bonne dose de cynisme et d'une absence fondamentale de scrupules. Ces éléments ont joué dans le succès du capitalisme d'aujourd'hui un rôle tout aussi grand que la formidable adaptabilité du système. De plus en plus, beaucoup se posent des questions. Après le système communiste, tombé aux oubliettes en quelques années entre les années 1989 et 1994, le système capitaliste n'est-il pas à son tour en train de s'engager dans une impasse sans retour? Au cours du XXe siècle, il a assuré un niveau de vie sans égal à 1 milliard d'hommes sur les 7,5 milliards qui habitent la planète Terre. Pour les 6 autres milliards et demi, c'était une autre histoire, mais il y avait au moins l'espoir de progresser. Aujourd'hui, même le milliard de privilégiés contestent le système capitaliste dont ils ont pourtant tiré tant de fruits. Car chaque jour davantage, il ressemble à une vaste truanderie, ce capitalisme financier moderne qui se révèle désormais incapable de produire de la croissance. L'élite arrogante qui le dirige se discrédite sans rémission, faute d'observer un minimum d'éthique dans son comportement ou lors du partage des bénéfices produits par le système. Quant à la sécurité que le capitalisme a apportée pendant les années des 30 glorieuses, elle semble avoir définitivement disparu, tant l'économie financière autogénère à intervalles de plus en plus rapprochés des crises dont les conséquences s'aggravent inéluctablement, d'épisode en épisode. Kondrassiev a été exécuté par Staline pour avoir trop cru à l'éternité du capitalisme. S'il avait vécu, qui sait quel diagnostic il aurait porté sur le capitalisme d'aujourd'hui. Première partie, le nouveau visage des dictatures capitalistes. Chapitre 1, Ballade des maîtres du monde. L'un des facteurs de déclenchement de la révolution russe de 1917 fut la collusion permanente qui existait entre l'oligarchie tsariste et la grande bourgeoisie industrielle et financière, laquelle exploitait impunément un peuple dont les conditions de guerre avaient dramatiquement aggravé la misère. La collusion des élites contre le peuple, ou le sentiment que les élites sont totalement déconnectées de la réalité vécue par le peuple, ce qui revient finalement au même, a en effet toujours été un puissant ferme pour les révolutions. La situation n'est évidemment pas identique aujourd'hui. Quoique, il s'agit d'une vérité universelle. Dans tous les pays du monde, les dirigeants du grand capitalisme ont porte ouverte en permanence dans les salons du pouvoir. À la Maison-Blanche, au bâtiment Berlaymont, siège de la Commission européenne. Tout comme dans les palais des rois, des présidents et des gouvernements, les représentants du grand capitalisme sont là. En matière de collusion, de concussion, voire plus grave encore, les pays libéraux de l'Occident capitaliste, qui se posent trop souvent comme donneurs de leçons, n'ont rien à envier aux autres régimes moins démocratiques de la planète. Le champion mondial du jeu pervers des conflits d'intérêts avec le pouvoir politique est en effet solidement présent en Amérique comme Europe et dans le reste du monde. Il s'agit de la banque Goldman Sachs. Aux États-Unis, la banque Goldman Sachs est surnommée Government Sachs, tellement ses imbrications avec la politique sont étroites. Son palmarès? Il est inégalable. Commençons par le job le plus envié de la planète, grand chef des finances américaines. Son responsable, depuis ses hauteurs stratosphériques, dicte sa loi à l'univers capitaliste tout entier. Le poste est depuis longtemps une propriété quasi exclusive de la banque Goldman Sachs. Le secrétaire au Trésor qui, sous le mandat de Bill Clinton, conduisit la grande déréglementation financière ayant abouti à la crise de 2008, était Robert Rubin, un ancien de Goldman Sachs. Celui qui dut gérer son héritage en 2008, au moment du déclenchement de la crise financière, était également l'un de ses collègues de Goldman Sachs. Hank Paulson, secrétaire au Trésor de George W. Bush, avait fait toute sa carrière chez Goldman Sachs, dont il avait fini par prendre la présidence. Sa méthode pour sauver le système bancaire américain, coupable d'avoir déclenché cette crise,
fut de faire racheter par les contribuables de son pays pour 700 milliards de dollars les actifs toxiques qui empoisonnaient les bilans des banques, et de recapitaliser les institutions en faillite pour plusieurs autres centaines de milliards de dollars sur le dos de ces mêmes contribuables. Sauva-t-il ainsi toutes les institutions en faillite? Pas tout à fait. Bien sûr, il évita la banqueroute au conglomérat financier AIG, qui avait emprunté la jolie somme de 10 milliards de dollars à Goldman Sachs et n'aurait pu honorer sa dette sans ce fardeau imposé aux payeurs d'impôts des banlieues de Détroit, de Pittsburgh ou d'ailleurs. Mais pour être tout à fait complet, rappelons-nous, Hank Paulson, l'homme lige de Goldman Sachs parce qu'il était ex-président de Goldman Sachs, sauva toutes les institutions en faillite, sauf une, la banque Lehman Brothers, qui était fortuitement l'ennemi historique de Goldman Sachs. Lehman Brothers était maudite. Goldman Sachs voulait sa perte depuis des années. Le Trésor américain, dirigé par le Goldman Sachs boy Hank Paulson, laissa donc Lehman Brothers exploser comme une charge de nitroglycérine. Il en résulta la crise systémique de 2008. L'histoire continua en 2016, quand le président élu Donald Trump nomma à la tête du Trésor américain Steven Mnuchin, ancien dirigeant de Goldman Sachs, et quand il prit comme conseiller Steve Bannon, lui aussi un ancien de Goldman Sachs, jetant au panier sa promesse électorale de gouverner loin de Wall Street. Mais Goldman Sachs ne limite pas son influence aux États-Unis. Son réseau dans le monde politique est planétaire. Et notamment européen. Peter Sutherland, ancien commissaire européen, Mario Monti, ancien commissaire européen et Premier ministre italien, Romano Prodi, ancien président de la Commission européenne, et également Premier ministre italien, Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. Tous ont fait partie de la haute direction de la banque Goldman Sachs. Mario Draghi a occupé, entre 2002 et 2006, le poste de vice-président pour l'Europe de la banque d'affaires américaine Goldman Sachs, qui à l'époque conspirait en douce avec la Grèce pour dissimuler frauduleusement à l'Union européenne l'ampleur abyssale de son déficit des finances publiques. À plusieurs reprises, Draghi a été interrogé sur son rôle dans cette stupéfiante manipulation. L'homme n'est pas disert. Il reste d'une discrétion sans faille sur l'opération grecque. Mais le vice-président pour l'Europe de Goldman Sachs, pouvait-il l'ignorer? La banque Goldman Sachs a ajouté à son tableau de chasse, en juillet 2016, le Portugais José Manuel Barroso, ancien président de la Commission européenne, qu'elle a recruté en qualité de président de ses activités internationales. Assoiffé d'honneur, ce personnage mollasson, sans consistance ni conviction lorsqu'il était à la tête de la Commission européenne, va pouvoir ainsi satisfaire son appétit de richesse en monnayant son entregent et son carnet d'adresses. M. Barroso démontre ainsi a posteriori ce que tout le monde suspectait, à savoir que dans son esprit, intérêt particulier l'emporte très largement sur intérêt général. Mais après tout, quitte à vendre son âme, autant la solder à Goldman Sachs, qui est une habituée du genre. Un des collaborateurs de M. Barroso, Charlie McCreevy, commissaire européen aux services financiers, lui avait pavé le chemin en entrant également au service de Goldman Sachs et en lançant avec l'aide de cette firme un fonds d'investissement destiné à racheter des banques en difficulté, notamment irlandaises. Ces mêmes banques que l'argent des contribuables européens avait sauvées auparavant. Ainsi, encore une fois, l'argent public aboutissait dans les mains avides et prédatrices de Goldman Sachs. Enfin, Goldman Sachs est aussi un spécialiste du mélange des genres avec les banques centrales, le cœur du pouvoir monétaire et de la supervision bancaire. Nombre d'anciens gouverneurs de banques centrales ont été recrutés par Goldman Sachs ou sont issus de Goldman Sachs dans des pays aussi divers que les États-Unis, l'Afrique du Sud ou l'Union européenne. Le tableau de chasse comprend Gerald Corrigan, président de la Federal Reserve Bank de Minneapolis, recruté par Goldman Sachs, ou Tito Mboweni, ancien gouverneur de la Banque centrale d'Afrique du Sud et qui a fait un long passage chez Goldman Sachs avant de devenir ministre des Finances d'Afrique du Sud en 2018, dans le but affiché, semble-t-il, d'en finir avec les années de corruption de l'ère Jacob Zuma. Goldman Sachs pourra certainement l'aider dans cette entreprise.
Du côté de l'Europe, outre Mario Draghi, président de la BCE et ancien vice-président de Goldman Sachs, on peut citer Otmar Issing, ancien chef économiste de la BCE, qui a pantouflé chez Goldman Sachs, et Mark Carney, gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui a travaillé 13 ans chez Goldman Sachs. L'un de ses banquiers centraux, William Dudley, ancien associé de Goldman Sachs, appelle d'ailleurs l'attention par les conditions très particulières de sa nomination à la tête de la Federal Reserve Bank de New York. Stephen Friedman, autre ancien associé de Goldman Sachs, était président du conseil d'administration de cette même Fed de New York au moment de la nomination de son compère Sachs Goldmanien Dudley. Pour bien comprendre le tableau, il faut préciser que la Federal Reserve Bank de New York, dirigée par ces ex-Goldman Sachs Boys qui se sont cooptés l'un l'autre, est opportunément celle qui supervise les activités de Goldman Sachs. De la sorte, on mesure l'étendue de ce qu'on appelle pudiquement, dans le monde libéral capitaliste, un conflit d'intérêts. Finance et pouvoir, un indissociable duo. En Grande-Bretagne, c'est exactement la même chose, avec parfois d'autres partenaires. L'ancien Premier ministre Tony Blair a été recruté par la banque JP Morgan, Alistair Darling, ancien ministre des Finances, a pantouflé dans la banque Morgan Stanley, et Gordon Brown, lui aussi ex-Premier ministre, a trouvé refuge dans les bureaux du fonds d'investissement américain PIMCO. Précisons que tous trois sont travaillistes, autrement dit socialistes, ce qui démontre que l'on peut combiner défense des masses populaires et alliance rémunératrice avec la haute finance, car il faut bien assurer ses vieux jours. PIMCO, le fonds d'investissement géant qui gère 1500 milliards de dollars, en a profité pour recruter également Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque centrale européenne, et Ben Bernanke, ex-président de la Federal Reserve Bank américaine. Même chanson chez les voisins immédiats de l'Union européenne. La Suisse n'échappe évidemment pas au phénomène. Après la démission de son poste pour s'être rendu coupable de délit d'initié, ce qui, dans certaines juridictions, est une incrimination pénale théoriquement punissable d'une peine de prison, Philippe Hildebrand, président de la Banque centrale helvétique, a été recruté comme vice-président de BlackRock, premier fonds d'investissement du monde avec 4 500 milliards de dollars sous gestion. En France, l'interpénétration entre finance et pouvoir s'exprime d'une manière un peu différente. Compte tenu de leur médiocrité générale, les politiciens français n'intéressent pas l'oligarchie économique et financière qui ne montre guère d'envie de les accueillir en son sein. Les politiciens français sont en effet les archétypiques représentants de l'effet Dunning-Kruger au terme duquel, selon ces deux chercheurs de la Cornell University, dans une population donnée, les sujets les plus compétents tendent à sous-estimer leurs capacités, tandis que les sujets les moins compétents, pour ce qui les concerne, tendent à surestimer grossièrement les leurs. Le grand capital n'a que faire des individus qui appartiennent à la seconde catégorie, laquelle est très largement représentée dans le monde politique français. Aussi, une autre méthode est-elle solidement installée pour maintenir les liens d'influence entre capitalisme et pouvoir. Une banque s'est fait la spécialité de fournir des conseillers au siège du pouvoir suprême, la présidence de la République. Son heure de gloire se situe dans les années 1970, lorsque son ancien directeur général, Georges Pompidou, fut lui-même le 19e président de la République française jusqu'à sa mort en 1974. Depuis, l'influence de cette illustre banque demeure, mais davantage dans l'ombre. Il s'agit de la banque Rothschild, qui dépêcha en qualité de conseiller François Pérolle auprès de Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, aux côtés du président François Hollande. Celui-ci fut tellement séduit, qu'il en fit son ministre de l'économie, avant d'être trahi par celui-ci, lorsqu'il se déclara candidat à la présidence de la République. Puis l'heure de gloire sonna à nouveau. Le Rothschildien Emmanuel Macron fut élu en mai 2017, en qualité de 25e président de la République française. Réciproquement, toutes les grandes banques françaises comptent à leur tête des hommes issus des cabinets ministériels. BNP Paribas, Michel Pébreau, Baudouin Pro, la Société Générale, Daniel Bouton, Frédéric Oudéa, en passant par le Crédit Mutuel, Étienne Pfelimelin, le groupe BPCE, François Pérolle, ou la Banque Lazare, Mathieu Pigasse. Au demeurant,
La fin du mandat du président socialiste français François Hollande fut marquée par un pantouflage général de ses conseillers économiques vers la haute finance, par exemple chez AXA ou au Crédit Agricole, jusqu'à son directeur du Trésor Bruno Bezard, l'un des plus importants hauts fonctionnaires français, qui fut recruté par un groupe d'investissement chinois, KT Capital. Celui-ci possède plusieurs fonds auxquels la Banque publique d'investissement, la BPI, apporte son financement. Quelle est la particularité de la BPI? Le Trésor français, longtemps dirigé par Bruno Bezard, y exerce une forte influence. Si ces personnages cherchaient à démontrer en agissant ainsi que l'administration des affaires de leur pays est noyautée par Goldman Sachs ou les autres majors du capitalisme financier, ils ont parfaitement réussi dans cette entreprise. Puisqu'ils ne prennent même pas la peine de masquer leur appétit pour l'argent, comment s'étonner que les peuples européens doutent de leur gouvernement ou de la construction européenne, et ressentent un profond dégoût en voyant leur soi-disant élite se vendre au plus offrant. Car pour ce qui concerne l'Union européenne, le tableau est particulièrement édifiant. À la différence des soldes, qui n'ont lieu que 2 fois par an, la vente des élites du pouvoir européen aux majors du grand capitalisme est un exercice permanent. L'ONG Transparency International a établi en 2017 que 30% des députés européens qui ont quitté la politique et plus de 50% des commissaires européens se sont recasés comme lobbyistes à la solde des majors du capitalisme ou se sont mis au service des entreprises qu'ils étaient supposés superviser lorsqu'ils étaient en fonction. L'exemple est venu d'en haut avec le luxembourgeois Gaston Thorn, président de la Commission européenne entre 1981 et 1985, qui se recasa profitablement une fois son mandat terminé comme président de la BIL, la Banque internationale à Luxembourg, à partir de 1985 et jusqu'en 1999. Après l'épisode Romano Prodi déjà évoqué précédemment, il s'est poursuivi avec leur successeur, le Portugais Barroso, qui vendit à l'encan son entre-gens chez Goldman Sachs dans les conditions décrites plus haut. Il en va également ainsi, par exemple, de la commissaire européenne Neelie Kroes, qui siège désormais au sein de la société américaine Uber. En 2014, alors qu'elle était encore commissaire européenne à la concurrence, elle avait pris avec ferveur la défense de cette société américaine chez qui elle a ensuite pantouflé, lorsque cette dernière avait été condamnée par la justice belge à faire cesser le service de covoiturage Uber Pop, un superbe conflit d'intérêts de plus. Mais Neelie Kroes n'est évidemment pas la seule. Le Maltais Joe Borg était commissaire européen aux affaires maritimes et à la pêche. En compagnie d'autres hiérarques de la Commission européenne, comme le Britannique John Richardson, qui a été pendant 35 ans directeur des politiques maritimes, il est désormais conseiller de FIPRA, l'un des plus importants lobbyistes de Bruxelles, qui depuis des années a recruté des ex-membres du pouvoir européen par dizaines. Les leitmotifs de FIPRA sont extraordinairement éloquents des pratiques bruxelloises. Son fonds de commerce affiché est « aligner les intérêts privés et les objectifs publics ». On devine naturellement, parmi ces 2 sources de préoccupation, quelle est celle qui compte le plus. Pour cela, nos spécialistes aident nos clients, pour présenter au mieux et défendre vos intérêts, et à organiser des réunions de négociation avec les responsables concernés. Autrement dit, FIPRA aurait portes ouvertes au sein des administrations européennes, pour susciter des rencontres avec les responsables et idoines, ce qui est probablement la vérité, mais est strictement interdit, en théorie, par les règles européennes anti-lobbies. Pour défendre les intérêts des majors du capitalisme, par exemple dans le cadre du Brexit, FIPRA se vend de la manière suivante, se vantant de la qualité de ses débauchages au sein du pouvoir européen. La responsable de notre équipe en charge du Brexit, Lucinda Creighton, a géré la présidence irlandaise de l'Union européenne et était jusque récemment ministre des Affaires européennes de l'Irlande. Chez FIPRA, Lucinda est assistée par une équipe d'experts de l'Union européenne, y compris des anciens membres seniors de la Commission européenne et du Parlement européen.
Vous êtes inquiet des conséquences du Brexit pour votre banque ou vos usines? Pas de problème. FIPRA vous ouvrira les bonnes portes et vous fera accompagner par les bonnes personnes pour obtenir les bonnes décisions. Conflit d'intérêts, quand une... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.